Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir ici à Lyon pour cette nouvelle édition du SIDO. Alors moi, pour être très honnête, c'est la première fois que je viens au SIDO et je dois dire que je suis assez impressionné par le monde dans cette salle, mais plus largement le monde dans les allées, dans les premières minutes de visite que j'ai pu faire ce matin. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Emmanuel Dutheil, je suis le directeur de la rédaction notamment du magazine L'Usine Nouvelle, magazine ultra leader bien évidemment dans le monde de l'industrie, très en pointe bien évidemment sur la révolution technologique, la numérisation, la robotisation de tout ce monde industriel. Et je dirige également l'usine digitale, le média là vraiment centré sur la transformation numérique des entreprises. Et on est très heureux d'accompagner le SIDO lors de ces tables rondes. Alors, le thème dit tout presque dans le titre. J'espère qu'à la fin, vous en saurez un peu plus que le simple titre, d'un numérique responsable à la transition énergétique, construire la résilience de votre entreprise. On va venir là-dessus dans un instant avec nos intervenants qui sont tous et toutes passionnants. Mais avant toute chose, on va quand même factuellement ouvrir ce SIDO. C'est pas le Festival de Cannes, mais ça y ressemble quand même. Ah oui, vous avez sorti la longue jupe et tout, c'est le Festival de Cannes, c'est formidable. Et c'est donc avec Sophie Blachère, conseillère régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que l'on ouvre ce SIDO justement sur comment le Conseil général accompagne cet événement. Régional, bien évidemment. Comment le Conseil régional accompagne cet événement et comment vous avez, vous aussi, bien évidemment, une vision du numérique. C'est à vous, Madame Blachère. Merci. Alors en fait, bienvenue au SIDO. Et le SIDO, c'est important parce que c'est le rendez-vous du monde réel et du monde virtuel. Donc c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on est tous réunis et on est réunis physiquement, ce qui est quand même, je dois dire pour moi en tout cas, quelque chose de très positif parce qu'on a encore besoin de garder du contact avec tout le monde. Et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est ravie de vous accueillir aujourd'hui, est une région qui est partenaire depuis 2015. Donc le SIDO a commencé en 2014 et c'est depuis 2015 qu'on est partenaire. Et c'est vraiment une occasion pour la région de soutenir les entreprises qui sont innovantes et sur le territoire, bien sûr, et aussi de présenter tous les dispositifs que la région met à disposition. Donc je vais essayer d'être brève, mais quand même de vous donner quelques éléments. Donc déjà, il faudrait aller nous voir. Nous sommes sur le stand E228 et nous présentons différentes choses, notamment tous les dispositifs qui sont mis à disposition. Sur le stand, vous pourrez aussi retrouver le campus Région du Numérique. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, c'est à Charbonnières-les-Bains. J'espère que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un lieu vraiment très intéressant parce que c'est un lieu qui regroupe à la fois la partie industrie, mais aussi, donc vous pouvez voir sur le stand, mais aussi la partie formation, la partie information. Donc c'est un lieu, comme le SIDO d'ailleurs, on pourrait un peu les comparer, qui met les personnes en relation sur des sujets. Et aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la résilience. Je crois que sur la résilience, d'ailleurs, juste un mot, déjà, il faudrait peut-être avoir une définition ou plusieurs définitions de la résilience, qui est quelque chose de, pour moi, très complexe, en fait, dans le monde d'aujourd'hui, mais qui est vraiment un sujet sur lequel il faut que tout le monde soit investi et tout le monde réfléchisse. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur tous ces sujets et aller sur notre stand regroupe aujourd'hui 8 entreprises qui ont été sélectionnées par l'intermédiaire d'un appel à manifestation d'intérêt. Ces entreprises ont été sélectionnées parce qu'elles sont sur des sujets que la région veut porter, donc des sujets qui permettent de s'interroger sur les usages de l'industrie, des sujets qui permettent de travailler autour des enjeux du Made in France. Et vous retrouverez aussi Auvergne-Rhône-Alpes entreprise, qui est en fait l'agence qui s'occupe du développement des entreprises régionales. Pourquoi ? Parce que dans le mandat de la région, une grande importance a été donnée à la relocalisation. Donc on est aujourd'hui dans un salon qui permet de montrer que cette relocalisation, elle a du sens. Elle a du sens parce qu'en fait, elle intervient aussi sur l'écologie, elle intervient aussi sur les circuits courts, elle intervient sur
tout ce qui va être, on va dire, plus noble aujourd'hui et qui nous permet aussi d'être dans les pensées de tout le monde. Mon message personnel, c'est qu'on est sur des sujets qui nous concernent, mais nous-mêmes, et je me sens concernée par ces sujets, comme en fait tout le monde dans cette salle doit se sentir concerné. Au-delà de son travail, au-delà de ce qu'on peut faire, on doit autour de nous faire rayonner ces sujets-là pour que tout le monde les comprenne, tout le monde en ait conscience et positivement, tout le monde agisse dans ce sens. Je vais continuer un petit peu en vous parlant aussi des différents impacts du numérique au niveau mondial. Je ne donnerai pas de chiffres, mais ils sont vertigineux. Je laisserai les experts en parler. Ce sera beaucoup plus... je pense que ce sera mieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, la collectivité est chef de file en matière de développement économique. Et donc, elle souhaite répondre à des enjeux et les orientations stratégiques qu'elle s'est données, donc je parle bien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de répondre aux grands défis de demain en accélérant la digitalisation et la décarbonation des entreprises. Mais aussi travailler sur la cybersécurité avec des formations autour de ces sujets qui sont des sujets d'importance. Mais travailler aussi sur la décarbonation avec, par exemple, le déploiement de l'hydrogène. Elle encourage aussi le développement de l'économie circulaire, bien sûr. Relocaliser la production des biens et des services. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'industrie est quand même aujourd'hui un facteur important, et les industries, quand on les ramène ici, la production, qui est quand même un facteur important on va dire des émissions de gaz à effet de serre et autres pollutions, permet aujourd'hui de réduire ça. Donc on soutient l'investissement industriel, on renforce les filières stratégiques, on intègre l'industrie du futur et aussi on forme les salariés. Et je voudrais parler des agences que la région a. Donc la région a l'agence entreprise, mais elle a aussi une agence qui s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes Orientation pour emmener tous les jeunes, et je sais que tout le monde dans cette salle doit avoir aujourd'hui des problèmes de recrutement. Ce n'est pas le sujet de la table ronde d'aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est un sujet aussi très important. Et on a aussi Auvergne-Rhône-Alpes Énergie et Environnement. Et aujourd'hui, toutes ces agences travaillent les unes avec les autres, travaillent avec vous, travaillent avec les entreprises, travaillent avec le local, travaillent avec les experts pour amener dans notre région de la diversité autour de tous ces sujets et en même temps remettre en avant tous ceux qui ont des projets qui sont vraiment dans cette ligne qui est une ligne importante et qu'on ne doit surtout pas quitter des yeux. Le campus région du numérique est aussi présent sur le stand, donc vous pourrez voir nos spécialistes et aller discuter avec eux de tous les projets qui sont en cours, comment vous pouvez vous y intégrer et comment vous pouvez l'utiliser, ce campus, pour vous aussi faire rayonner tous les projets que vous avez et qui soutiennent la conférence d'aujourd'hui. Et pour finir, pour ne pas être trop longue et pour laisser la place à nos super experts, je vous dirais que le mieux, c'est de venir discuter avec nous, c'est de comprendre. On est à votre disposition pour parler des projets, pour parler des sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent aussi, et pour ensemble créer le monde d'aujourd'hui, parce que je pense qu'il ne faut pas parler du monde que de demain, mais aussi du monde d'aujourd'hui. Et si on est tout de suite, aujourd'hui, tous concernés, je pense que les entreprises vont savoir, on reparle de résilience, rebondir et avoir un impact très positif sur tout ça. Je crois sincèrement qu'il est important qu'on soit tous positifs dans ces sujets-là et on y arrivera tous ensemble. Merci. Allez, quelques applaudissements. Merci beaucoup, Madame Blacher, conseillère régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vois qu'il y a certaines personnes debout tout au fond. Je sais que c'est les pires places, mais vous en avez de la place au premier et au deuxième rang, si certains ont envie de descendre pour être plus à l'aise, plutôt que de rester debout. Alors, on va donc passer à notre table ronde. Je vous en redonne le titre: d'un numérique responsable à la transition énergétique, construire la résilience de votre entreprise. Quand on m'a proposé d'animer cette conférence, je me suis dit, je suis très aidé parce que beaucoup de choses déjà sont
sont dans le titre. Alors on va, comme je vous le disais tout à l'heure, essayer d'apporter les réponses. Pour ça, je vais vous présenter les personnes que j'ai la chance d'avoir à mes côtés. Nadia Maizi, qui est professeure à Mines Paris PSL, co-auteur principal du 6e rapport du GIEC. Nous avons également Julien Nicolas, qui est le directeur numérique du groupe SNCF, et Gilles Ducrest, qui est Industry Director chez Microsoft France. C'est très bien de les avoir tous les trois parce que chacun est extrêmement complémentaire. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Nadia Maizi. Je vais dévoiler un peu nos petits secrets. Bien évidemment qu'on se parle avant d'animer ces conférences. Et quand on a préparé cette conférence, vous m'avez dit, bon, bah, moi je voudrais mettre les pieds dans le plat dès le début parce que transition énergétique, transition écologique, c'est trop réducteur. Finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc qu'est-ce qu'il faut bien dire? Qu'est-ce qu'il faut imaginer quand on parle de transition? Ah, bah voilà, on vous a déjà coupé le micro, ça part bien. Alors, est-ce qu'on peut me faire signe si le micro fonctionne? On va retenter une deuxième fois, troisième fois. Alors, on va essayer celui d'à côté. Voilà, celui d'à côté fonctionne. Et ben voilà, vous voyez, on y arrive toujours, les joies du direct, comme on dit. Donc, bonjour à tous. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer dans ce contexte très digital. C'est vrai que moi j'ai une réaction épidermique quand on associe transition à énergétique. Parce que premièrement, transition, personne ne sait de quoi on parle. Et quand on réduit en plus la question à la question de l'énergie, je trouve qu'on est quand même très loin de la question qui nous préoccupe autour du climat, qui est la question de la décarbonation. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment mettre les pieds dans le plat, mais plutôt faire un point sur le sujet qui vous intéresse, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui vous intéresse par rapport à l'action du numérique? C'est accompagner cette décarbonation ou c'est répondre éventuellement à des problèmes conjoncturels comme celui du problème énergétique qu'on rencontre aujourd'hui. Alors, Julien Nicolas, au-delà de la sémantique, si je peux me permettre de le dire ainsi, puisqu'on a compris que ça allait beaucoup plus loin que ça, du côté de la SNCF, vous êtes bien évidemment engagé dans la transition. Dire que là, à l'aune de la crise actuelle, tout le monde a découvert que vous êtes le plus gros consommateur d'électricité de France. Donc si vous ne faites pas un petit effort, on va avoir du mal à arriver jusqu'au bout. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que vous, ce n'est pas obligatoirement la sémantique, mais vous m'avez dit là aussi, quand on a préparé cette intervention, il faut déjà qu'on commence par récupérer la donnée. Grosso modo, qu'on fasse un peu un état de l'art. On peut le résumer comme ça? Oui, bonjour à tous. Oui, peut-être pour rebondir juste sur ce qui vient d'être dit précédemment par Nadia, nous déjà le premier point c'est qu'on vend des solutions de mobilité décarbonées. Donc le premier objectif du groupe SNCF, c'est de multiplier la part modale du train. Et le numérique est là pour cet objectif de multiplier la part modale du train. Donc le numérique est un levier pour nous pour accélérer cela et on pense que du coup ça a une valeur dans le combat que l'on a contre le réchauffement climatique, dans les enjeux énergétiques. Et pour ça, effectivement, il y a tout le sujet de la donnée, de savoir ce que l'on consomme pour savoir sur quoi on doit appuyer, sur quoi on doit être plus efficace, plus efficient. Et ça, on le fait sur deux choses. On le fait sur la production même du service ferroviaire, donc l'ensemble de ce qui nous sert à produire un service ferroviaire pour améliorer encore nos solutions et qu'elles restent toujours les leaders dans le décarboné. Et le deuxième point, c'est aux bornes du numérique même. Le numérique, effectivement, génère aussi sa propre pollution. On utilise du matériel, on utilise des data centers, et donc de mesurer ce qu'on utilise. Et je prends quelques exemples. Nous, on a fait un bilan carbone dès 2020 pour savoir, dans le numérique, d'où provenaient en fait nos émissions. Et donc on a 150 000 collaborateurs dans le groupe, donc évidemment les équipements pèsent très lourd. Ensuite, il y a tous nos usages, notamment autour de la data. Et ça nous a permis, par cette mesure et par la donnée, de définir un programme qui soit intelligent. Premier axe, c'est l'équipement.
améliorer par exemple tout ce qui est autour de la durée de vie. Le deuxième axe, qu'est-ce qu'on doit garder comme data, parce qu'on n'est pas obligé de tout garder. Et puis le troisième, c'est beaucoup la formation, l'acculturation de nos collaborateurs et comment on les accompagne, sur des éco-gestes par exemple. On va entrer, de toute façon, tout à l'heure, vraiment dans le détail de ce que vous faites, Gilles Ducrest. Ce qui est sûr, c'est que pour vous aussi, dans cette transition, alors pardonnez-moi, je vais quand même reprendre le terme, mais dans cette transition énergétique, le numérique est clé et a donc un grand rôle à jouer. Oui, tout à fait. Alors, nous, on va être justement fournisseurs de ces moyens, de ces technologies du numérique. Et d'abord, donc, pour prendre le sujet, le sujet impose beaucoup d'humilité parce que les enjeux sont colossaux. Donc, oui, le numérique peut aider, mais les enjeux sont très très importants. Et pour revenir peut-être sur la résilience, deux types de gros enjeux. Un, sur la résilience, les industriels ont vécu des trucs incroyables depuis le Covid, les aspects géopolitiques, les problèmes d'approvisionnement, etc., etc. Et puis justement, tout l'enjeu climatique avec les contraintes bien naturelles que cela impose. Et derrière, le numérique va justement permettre d'avoir des outils d'aide à la décision. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec la technologie. Je vais prendre 3 exemples. Juste après le démarrage du Covid, on a aidé un de nos industriels, plus de 100 000 employés, à déployer le télétravail de 10 à 80% de son entreprise en moins de 2 mois. Donc ça a été vraiment un moyen de changer la donne sur leur manière de travailler. On travaille avec d'autres industriels sur ce qu'on appelle les tours de contrôle de la supply, donc être capable, s'il y a des risques sur les approvisionnements, et de prendre les décisions de changer d'approvisionnement, de changer de route d'approvisionnement, y compris en termes d'empreinte carbone. Et puis le troisième exemple, c'est celui d'un industriel qui utilise beaucoup d'électricité, par exemple, pour chauffer des fours, et qui, grâce à la remontée des données et une compréhension plus fine de la consommation de chacun de ses équipements, est capable aujourd'hui de prendre des décisions d'arrêter les fours le week-end, parce que finalement, ça coûte moins cher de le rallumer à la bonne heure le lundi matin que de laisser tourner tout le week-end. Et c'était aujourd'hui des décisions qui n'étaient pas remises en cause, parce que c'était des pratiques qui étaient faites dans les entreprises, dans son entreprise en l'occurrence, pendant des décennies. Donc voilà, il faut vraiment voir l'outil comme faut vraiment voir le numérique, pour moi, comme un outil, et un outil d'aide à la décision pour être capable de piloter à travers toutes ces contraintes de résilience, d'engagement climatique, etc. Nadia Maïzi, quand on lit les rapports du GIEC, on voit bien qu'on ne peut pas continuer comme on a fait avant, sinon on n'arrivera pas à changer, à inverser la donne et à respecter les engagements climatiques. Le numérique, c'est un outil indispensable pour justement changer la donne, selon vous ? Je vais me permettre de revenir sur ce que j'ai dit au début, à la lumière de ce que j'ai entendu, sans vouloir froisser personne, bien sûr. Parce que je pense que dès lors qu'on ne définit pas de quoi on parle, en fait, on peut brandir le numérique à peu près pour tout, pas n'importe quoi, mais enfin pour beaucoup de choses. Donc, par exemple, je reviens sur l'exemple du Covid. Oui, il y a eu des outils numériques qui ont été déployés, mais il est avéré que les émissions globales mondiales de gaz à effet de serre, après un micro-fléchissement, sont reparties à la hausse, alors que nous sommes tous toujours en télétravail et que nous avons tous l'usage très déployé de ces outils numériques. Donc moi, je ne nie pas l'intérêt, mais je voudrais qu'on le replace vraiment dans la question qu'on se pose, qui est celle de la décarbonation. Du coup, il faut en corriger les effets pervers ? C'est-à-dire que, non, ce que je veux dire, c'est que dans le vocabulaire, alors je me suis promenée un petit peu dans le salon, là, ce matin, j'ai écouté un petit workshop, et les mots sont mélangés en permanence. Alors on fait du green IT, on fait, je sais plus, enfin il y avait des tas de trucs, quoi. Mais je veux dire, en fait, on ne sait pas ce que les gens font. Quand on dit oui, alors on est, nous, engagés dans le Sustainable Development. Oui, exactement, c'est-à-dire. Donc je veux dire, le problème, c'est qu'il faut finir ces phrases et qu'il faut donner du concret. Et donc, je pense que le numérique, dans sa globalité, est un aussi gros problème que tout un tas d'autres choses qui sont pointées très directement. Alors, sur les chiffres, le numérique, c'est très compliqué à évaluer. Et donc, nous, on a fait un travail dans le cadre du GIEC pour essayer de quantifier, en fait, l'enveloppe globale qui correspond aux émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Les chiffres donnent une fourchette entre 2 et 7% des émissions globales mondiales de gaz à effet de serre. C'est-à-dire, pour qu'on ait une idée, plus que le secteur aérien, par exemple. Le secteur aérien, c'est à peu près 3%. D'accord ?
Donc il faut que ce sujet soit vraiment pris en compte de manière très, très, je veux dire, active, hein, puisqu'on parle de l'action. Effectivement, les conclusions du rapport du GIEC, c'est le constat est là, la physique a démontré que la responsabilité de l'homme sur les changements climatiques est avérée, il n'y a plus aucun doute. Deuxièmement, on est en train de subir les impacts des changements climatiques et il est nécessaire de s'adapter, et il n'y a plus aucun doute non plus là-dessus. Vous l'avez tous expérimenté, sans doute cet été, voire auparavant, suivant d'où vous venez. Et donc le troisième volet dit donc maintenant on a un éventail de solutions, il faut les mettre en œuvre pour essayer de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Mais encore une fois, il ne faut pas que ça devienne un business. Moi, mon problème là, c'est que j'ai l'impression que le climat est en train de se transformer en un business extrêmement attractif pour tout un tas de gens qui ne sont pas forcément mal intentionnés, mais qui poussent des solutions qui, encore une fois, ne prennent pas la mesure de la question posée. Sur l'électrification, le TGV en France, c'est très bien parce qu'on a un contenu carbone du kilowattheure qui est très faible. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer cet hiver puisque nous sommes quand même sur une plaque interconnectée et que nos voisins sont en train de faire remonter leur contenu carbone d'une manière assez extraordinaire, après avoir prêché d'ailleurs qu'ils étaient les meilleurs élèves. Donc là, il y a aussi quand même un souci d'adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et donc, à la faveur de cette crise énergétique, le climat est en train d'être encore moins bien traité qu'avant. Ça, je voudrais aussi attirer votre attention là-dessus, parce que ce n'est pas parce qu'on parle de sobriété qu'on est en train de parler, encore une fois, des émissions de gaz à effet de serre. Le gaz n'a fait que prendre une nationalité. Il n'a pas pris le contenu carbone qu'il a et qu'il aura toujours. Donc je voulais juste insister sur le fait que c'est très important de ne pas camoufler derrière des mots très mal définis des choses qui ne répondent pas à l'urgence que nous avons encore une fois dite dans le rendu du rapport, mais qui doit être associée, et là je rejoins la conseillère de la région, à vraiment une envie de participer à cette décarbonation et donc être vu comme finalement un challenge et non pas comme une fatalité qui devrait nous faire nous écrouler en anticipant l'avenir. Justement, on va entrer dans les détails et on va entrer dans peut-être les exemples pour qu'on comprenne bien ce que les uns et les autres peuvent faire pour être un acteur responsable du monde du numérique. Vous êtes sûrement nombreux peut-être à être venus en train ici ce matin et moi j'ai été étonné à l'arrivée, le conducteur du train qui nous dit « vous avez pris le moyen le plus décarboné pour venir ce matin à Lyon ». Je pense que c'est assez récent comme annonce. Et plus largement, Julien Nicolas, vous êtes engagé, vous, à la direction du numérique, autour de la digitalisation des moyens de transport et ce genre de choses. Mais en soi, est-ce que c'est vraiment plus écologique de faire tourner des data centers pour nous envoyer des mails que d'imprimer sur du papier recyclé nos bons vieux billets ? Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Donc, le premier point, c'est qu'effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, nous, le digital, a pour l'objectif d'augmenter la part modale du train. Et c'est ça qui doit nous permettre de contribuer à pousser les solutions décarbonées. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, nous mettons en place énormément de services numériques. Vous avez parlé de la distribution, par exemple, des billets, mais ça fait 20 ans donc, qu'on a digitalisé la partie distribution. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans le numérique industriel, dans nos technicentres sur les matériels, comme le TGV ou les TER, sur nos infrastructures. On travaille dans le numérique dans les bâtiments, notamment nos gares. On a plus de 3500 gares en France. Et donc, en fait, on s'est posé la question que vous me posez là, c'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr, quand on met en place du numérique, qu'on le fait toujours dans une optique de sobriété intelligente, de maîtrise de la consommation? Est-ce que même si on pousse le train, on n'est pas en train de créer une autre pollution ou d'autres émissions à côté? Et c'est là où on a décidé de faire ce bilan carbone du numérique dès 2020, qui est un travail
profond, hein, c'est-à-dire qu'on doit travailler d'abord nous, selon des méthodes qui soient reconnues. On doit travailler avec nos partenaires, par exemple Microsoft, effectivement, qui nous fournit un certain nombre de solutions de services ou de data centers pour arriver à avoir un bilan correct et savoir sur quoi on peut travailler. Donc le premier point qui a été très important pour nous, c'est le bilan. À partir de ce bilan, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. On ne veut pas faire évidemment de greenwashing. Quelles sont les vraies actions qui peuvent nous permettre de maîtriser cette consommation et d'aller vers quelque chose, voilà, un développement maîtrisé de notre numérique. Je le disais tout à l'heure, le premier point, ça a été en fait les équipements. On équipe 150 000 agents, donc on a des ordinateurs, on a des téléphones, et on sait que là, la pollution est très importante dans la fabrication de ces outils, dans le transport de ces outils jusqu'à nous, hein, qui viennent souvent de Chine ou ailleurs. Bon. Donc en fait, là, on a engagé un grand programme sur 2 volets, qui est d'abord un volet qu'on appelle pilotaire, donc qui est la juste dotation, parce que des fois, on est un peu lâche dans finalement la façon dont on dote nos agents. Donc la juste dotation, allonger la durée de vie de ces matériels et donc travailler aussi avec nos fournisseurs sur des questions matérielles, logicielles pour allonger la durée de vie de nos matériels. Et puis quand on doit les changer, les faire partir dans des cycles de seconde vie, et donc on travaille avec un certain nombre d'entreprises pour emmener nos matériels là. Le deuxième point, la data, j'y reviens, vous parliez de la distribution, c'est savoir mesurer ce qu'on génère effectivement avec les data centers. Et donc ça, on regarde, comme je le disais, ce qu'on doit héberger ou pas, la façon dont on va coder nos différents applicatifs pour savoir ce qu'on va retenir, ce qui est vraiment nécessaire. Et là aussi, on fait très attention. C'est vrai que les dernières semaines, même si c'est pas je suis d'accord avec vous, le vrai sujet du climat, mais plutôt un sujet aussi de consommation énergétique et de coûts, a refait monter qui ça. Même, parce que si vous apprenez maintenant à moins utiliser d'électricité, ça serait et donc ce sujet est monté. Et puis le dernier point, je l'ai dit, le numérique en fait est au service de la décarbonation. Et donc on a travaillé par exemple sur toute la partie IoT, capteurs, parce qu'il faut à nouveau qu'on mesure pour savoir sur quoi on doit venir intervenir. Et donc on déploie des capteurs par exemple dans nos gares, parce qu'on ne mesurait pas toujours très bien le chauffage, on ne mesurait pas toujours très bien la consommation énergétique, et pour pouvoir justement ensuite la gérer intelligemment, couper à certains moments. C'est vrai que, vous l'avez dit, il y avait des pratiques anciennes où des fois on laissait tourner des choses toute la nuit. Voilà, maintenant avoir des capteurs, des coupures automatiques pour permettre de diminuer les consommations. Est-ce que c'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que vos équipes proposent une innovation, elle est passée au tamis écologique chez vous? Ah oui, elle est regardée. On le fait parce que ça aura un impact positif. Alors, il y a effectivement des critères, parce qu'aujourd'hui, on a des grands programmes autour de cette responsabilité du développement durable au sein de la SNCF. Je l'ai dit, on mesure, et donc on n'a pas fait juste un one-shot en 2020. Évidemment, on continue la mesure en dynamique depuis. Et puis, on a intégré aussi dans plein de systèmes. Alors, je suis désolé, je rentre un peu dans le détail, mais par exemple, sur les achats, on a intégré des critères dans nos achats qui embarquent les sujets de numérique responsable et qui pèsent pour 20% de la note dans la sélection de nos fournisseurs. On a intégré aussi des critères pour ce qu'on appelle les agents du numérique. On a 4500 collaborateurs dans le groupe SNCF qui travaillent sur le numérique. Ils ont une part de leur variable sur le bilan carbone et sur les mesures que nous opérons chaque année. Gilles Ducrest, du côté de chez Microsoft, vous aussi, vous avez pris des engagements lourd de sens, parce que vous faites partie de ces groupes qui ont dit bon, c'est bien de travailler pour l'avenir, mais il faut déjà qu'on efface tout le mal entre guillemets qu'on a fait. Et vous avez pris un engagement fort, c'est d'effacer toute la dette carbone de Microsoft d'ici à 2050. Alors ça paraît très loin, mais malgré tout, ça demande un léger effort quand même. Ouais, exactement, depuis notre création. Donc en fait, face à cette urgence climatique, il y a des choses personnelles qu'on peut faire, et puis il y a des choses en tant qu'industriel. Donc nous, en tant qu'industriels, on a les data centers, et je vais y revenir, mais on est aussi constructeurs de PC, de Xbox, d'écrans digitaux, etc. Et donc on a pris cet engagement fort qui effectivement nous engage, qui est, on est carbone neutre depuis 2012, on sera carbone négatif en 2030, et on veut avoir effacé l'ensemble de notre dette carbone depuis la création de Microsoft en 1975 d'ici 2050. Donc c'est effectivement un objectif colossal. Et dans cet effacement, on compte bien scope 1, scope 2, scope 3, donc y compris l'utilisation par nos utilisateurs de nos technologies. Et pour ce faire, donc, je vais revenir sur quelques exemples de ce qu'on a mis en place, mais en particulier, et c'est ce que disait aussi Julien, il est impératif d'arriver à monitorer, à savoir de quoi on parle.
Et pour ça, donc, on a nous développé un outil qui nous permet à nous de piloter notre scope 1, scope 2, scope 3, et qui est maintenant un outil qu'on commence à proposer à nos clients pour les aider dans cette même démarche. Et puis parmi les outils qu'on propose aussi, il y a cet outil en tant qu'utilisateur de nos technologies, en particulier du cloud, que ce soit sur du Teams, de l'Azure ou des applications business, on a des dashboards qui permettent à nos clients de savoir l'utilisation qu'ils font de nos technologies et l'empreinte carbone que ça génère pour eux de notre utilisation. Donc c'est vraiment dans cette transparence qu'on est convaincu pouvoir aller. Ensuite, sur quelques exemples de comment est-ce qu'on s'y prend pour nous, il y a d'abord l'approvisionnement énergétique. Donc on s'assure de mettre en place des partenariats d'approvisionnement sur cofinancer des fermes éoliennes ou solaires pour l'approvisionnement. On travaille aussi sur tout ce qui est innovation technologique avec des data centers immergés et alimentés par l'eau des marais, par exemple, par les marais. Et puis on a mis en place aussi un fonds d'investissement parce qu'on est aussi convaincu que l'innovation doit venir d'autres acteurs que nous. Et on travaille énormément en écosystème. Et à ce titre, on a mis 1 milliard, un fonds climat de 1 milliard ouvert aux startups pour imaginer des solutions. Et donc on finance des startups du type captation de la carbone dans l'air, ce genre de choses. Donc on essaie vraiment de prendre nos responsabilités pour aider à cette urgence climatique. Nadia Maïzi, je reviens sur un mot que vous avez dit tout à l'heure en disant le numérique ne doit pas devenir un business pour la transition. Malgré tout, si ça ne devient pas un business, comment on va pouvoir s'en servir pour que véritablement ça aide? Parce que sans technologie, sans invention de l'industrie, sans tout ça, et donc sans business, on va avoir du mal, non? Alors, c'est très intéressant cette question. Merci beaucoup. Mais je sens que la réponse ne va pas être gentille. Donc c'est pour ça que vous commencez par me brosser dans le sens du poil. Pas du tout, pas du tout. Ça traduit le prisme que vous adoptez, qui est celui que nous sommes condamnés à consommer et à utiliser des technologies encore et encore plus pour faire encore et encore plus de choses. Et justement, moi, dans le cadre du rapport du GIEC, j'ai été impliquée dans le 3e volet qui donc s'intéresse aux solutions. Et dans un nouveau chapitre, alors je vous explique très rapidement, en fait, le rapport du GIEC, c'est une commande établie par les gouvernements. Donc au départ, il y a une réunion de cadrage dans lequel les 195 gouvernements qui participent à l'ONU, dans le cadre de cette convention sur le climat, expriment les questions qu'ils se posent. Et par rapport à ça, en fait, il y a un plan qui est établi pour les 3 volets du rapport. Donc, dans le volet solutions, alors que jusqu'à maintenant, les chapitres étaient consacrés à investiguer tous les secteurs de l'offre, il y a eu cette demande qui a émergé, étant donné l'avancée des recherches, sur est-ce qu'on ne pourrait pas s'attaquer à la demande, aux usages, aux comportements et aux aspects sociaux. Et donc, c'est le chapitre dans lequel j'ai été impliquée. Donc, on pourrait aussi poser la question autrement, c'est-à-dire, je n'ai pas dit que le numérique était un business, j'ai dit que le climat était devenu un objet de business. Pour le numérique, pour la rivalité entre les États-Unis et la Chine, pour qui va implanter les filières industrielles pour l'hydrogène, le premier, pour qui va aller faire de l'hydrogène vert en Afrique pour le ramener en Europe, enfin bref, j'en passe et des meilleurs quand même. Et donc le point là, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se poser la question de nos usages? Est-ce que nous sommes vraiment dans cette surenchère de consommation de tous ordres? Et est-ce que, alors c'est très intéressant aussi de travailler dans le cadre du GIEC parce qu'il n'y a pas que les pays du Nord, il y a aussi les pays du Sud. Et donc quand, par exemple, dans ce chapitre, on n'a pas pu utiliser le terme de sobriété, ça s'explique parce qu'il y a une très grande partie de la population mondiale qui n'a pas accès à un niveau de vie décent. Donc leur parler de sobriété, c'est assez inapproprié. Donc je pense que là, en fait, dans le monde du numérique, encore une fois, les rapports et les publications et les travaux sur lesquels on s'est appuyé, il y en a qui sont frappants parce qu'ils démontrent que d'ici 2040, et ça c'est un rapport issu de l'Association mondiale des semi-conducteurs, des fabricants de semi-conducteurs, les usages du numérique devront utiliser toute la production énergétique mondiale.
D'accord ? Donc c'est une évaluation. Bien évidemment avec les difficultés qu'on a pour accéder aux données, etc. Mais ce sont quand même des questions, je pense, qu'il faut se poser. Donc ce n'est pas juste de dire non, le numérique ne doit pas être utilisé pour essayer de proposer des solutions pertinentes par rapport à la décarbonation. Si on parle de consommation d'énergie, c'est vrai que ça fait quand même des années qu'on développe des logiciels d'aide à la décision basés sur de l'optimisation pour essayer de rationaliser la consommation dans des bâtiments, dans des entreprises, dans des filières, dans des process industriels. Enfin, ça existe quand même depuis assez longtemps. Mais c'est aussi, et maintenant c'est quelque chose qu'on est en train de réaliser, générateur de consommation supplémentaire. Et on ne sait pas bien faire le ratio entre si ce que ça nous apporte n'efface pas au-delà à cause de cette surconsommation engendrée. Alors dans la consommation, alors je ne sais pas comment fait Microsoft, je suis très curieuse de ça, pour évaluer le scope 3, parce que quand même, hein, je veux dire, on est tous les jours en train d'agir pour alourdir votre balance. Hein. Et ça, je me demande. Mais vous me l'expliquerez sûrement. Et donc... c'est bien, vous êtes préparé là. Non, mais c'est une pure curiosité scientifique. Hein. Je pense que c'est un des sujets très, très compliqués. Et dans la consommation du numérique, je pense qu'on voit... Alors, on parle beaucoup de data center. Ça y est, maintenant, c'est bien clair, effectivement. Il y a beaucoup de consommations, je pense, qui ne sont pas encore bien prises en compte, notamment les consommations calculatoires. C'est-à-dire que faire la transformation d'un bit d'information, effacer la valeur de la mémoire, réaffecter une valeur dans la mémoire, ça, ce sont des opérations qui chacune coûtent. Vous avez, pour ceux qui sont intéressés, qu'à lire Landauer, qui a fait l'évaluation. Ce que vous dire, c'est quand tout à l'heure vous disiez que le numérique c'est de 2 à 6%, c'est peut-être beaucoup plus que ça, c'est ça que vous dites. Hein. C'est-à-dire que en fait, c'est pour expliquer la plage aussi d'incertitude, parce que, donc, par exemple, on voit aujourd'hui que les datas sont de plus en plus exploitées. Or, le machine learning, le process de data, l'intelligence artificielle avec les techniques d'apprentissage, où avant de jouer, on apprend, on fait tourner des algorithmes, les crypto-monnaies, les blockchains, tout ça, ce sont des consommations supplémentaires qui sont dues à la complexité calculatoire de ces algorithmes. Et donc je pense que c'est très compliqué, et je pense qu'en fait, les chercheurs et les gens qui sont dans le numérique, c'est génial, parce qu'il y a quand même un boulevard qui s'ouvre de nouvelles questions, de savoir vraiment la part du bon et la part du mauvais, et parfois l'enfer est pétri de bonnes intentions. Gilles Lucrèce, peut-être que vous voulez répondre justement sur comment vous calculez ce scope 3 pour s'assurer que là, tous ceux qui sont sur leur téléphone portable en ce moment, vous allez bien effacer leurs dettes parce qu'ils répondent inévitablement à leur mail sur Outlook. Ouais, donc j'ai commencé mon propos par l'humilité. Hein. On est face à une montagne et on essaie, nous, avec cet engagement, d'y aller et d'y aller petit à petit. Le scope 3, on n'y est clairement pas encore, d'accord ? En revanche, les choses qu'on commence à mettre en œuvre, c'est dans le scope 3, il y a tout ce qui est supplier. Aujourd'hui, on a mis en place une technique d'onboarding de nos suppliers, un peu à la mode quand vous invitez quelqu'un à une réunion, etc., qui nous permet d'établir une relation numérique avec le supplier et de lui demander toutes les informations sur son produit. Donc, y compris quand lui déclarera ses scopes à lui, on pourra comme ça intégrer son scope 3 à lui. Sur les utilisateurs, ensuite, il y a plusieurs moyens. En particulier, sur un utilisateur de Xbox, il est connecté à son Xbox Live, et donc on sait, en fait, grosso modo, quel a été son temps d'utilisation de sa Xbox, et comme on connaît la consommation de la Xbox, on est capable de dériver un usage. Voilà. Mais non, on n'y est pas encore. Sur le deuxième élément, peut-être, que Nadia mentionnait, autour de l'IA. Donc effectivement, l'IA va consommer parce qu'il faut faire tourner l'algorithme, etc. Mais quand vous prenez un industriel qui doit trouver un point d'optimisation entre rajouter de l'eau dans son processus et ensuite, pour être capable de mieux mélanger ses composants, et ensuite de faire chauffer la résultante de ce composant pour que ça devienne un produit solide, parce que c'est le produit solide qui vend,
eh bien, le bilan, le gain énergétique qu'il a à trouver le point d'optimisation entre la quantité d'eau et la quantité de réchauffement, elle est largement supérieure à l'utilisation de l'IA qu'il fait, en particulier dans le cloud, sachant que nous, on efface cette dette-là, puisqu'on a mis en place les Sauf phénomènes si dont je vous ai l'énergie qu'il précédemment. utilise est charbonnée parce que vient d'Allemagne, par exemple. Mais si justement il utilise l'énergie que nous, on propose à travers nos data centers avec carbone neutre, carbone négatif et effacement, on offre ces moyens de compenser ces mécanismes-là pour du coup avoir un total qui reste positif. Ou négatif en Moi, l'occurrence. ce que je retiens, Julien Nicolas, c'est que c'est quand même fichtrement compliqué, cette histoire. Oui, c'est fichtrement compliqué. Non, mais c'est la réalité. C'est très compliqué. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur cette partie aussi mesure, parce que effectivement, sinon on est un peu dans l'incantatoire, on se retrouve assez vite dans le greenwashing, etc. La vraie difficulté, c'est de savoir déjà quel est notre impact. Et c'est pour ça que nous, on avait mis autant d'efforts au démarrage sur ce bilan. Et on sait aujourd'hui que ce bilan n'est pas parfait. C'est vrai que pour faire du scope 1, scope 2, scope 3, ça demande du travail. C'est vrai que ça demande de se poser en interne, Oui, avec nos partenaires, avec la le collectivité, fait, pour par arriver à exemple, tout tout mesurer. ce qu'on en est, on est enfin content d'avoir du Wi-Fi dans votre train, Oui. mais à la minute même, on s'assoit, du coup, on consomme. On consomme, mais bien sûr. Mais On donc, ne veut pas que vous l'enleviez, non, mais ouais, on consomme. bien sûr. On a bien compris. Trouver une solution pour que... On a bien compris que vous ne vouliez pas qu'on l'enlève, mais non, mais quand on implante par exemple le système Wi-Fi, c'est pareil, on va regarder le bilan carbone, c'est-à-dire le matériel, parce que en fait, du coup, il a fallu qu'on jalonne aussi avec des opérateurs d'antennes le long de nos voies. Il a fallu qu'on mette en place des box et du matériel dans nos trains. Il y a effectivement l'utilisation des infrastructures télécom, des data, etc. Et donc aujourd'hui, on mesure. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir cette mesure pour savoir sur quoi on va pouvoir influer et prendre conscience de ce qu'on génère. C'est ce que je disais, pour faire prendre conscience à nos collaborateurs que oui, dans le numérique, tout n'est pas fantastique. Et quand on fait du numérique, on génère. Et donc c'est pour ça d'avoir cette conscience-là, de réfléchir, est-ce que ce numérique apporte à la fin effectivement un bilan positif entre ce qu'on va gagner sur un point de vue par exemple opérationnel, efficacité, servicielle, par rapport à l'impact qu'on peut avoir sur le climat. Le deuxième point, tout le monde a envie d'avoir un super matériel, un super ordinateur, un super téléphone. Et en même temps, tout le monde comprend qu'il faut allonger la durée de vie. Donc nous, on a créé une application qui va sortir bientôt. Tous nos agents pourront le télécharger à la SNCF. Et sur cette application, il y aura votre bilan personnel. Rien n'est parfait, à nouveau, c'est un début de mesure, mais un bilan personnel. En fonction du matériel que vous avez, parce que vous déclarez, j'ai tel PC, tel téléphone portable, j'ai une souris, moi j'ai un bureau individuel avec une imprimante, ou j'ai une imprimante collective, etc. Donc vous avez un bilan sur votre matériel. Il y a un travail qui a été fait, parce qu'on fait cette application en collaboration avec Microsoft, sur les datas que vous échangez, donc tout ce qui passe via votre Outlook, Teams, ce que vous utilisez en termes de data. Et donc en fait, vous avez votre propre bilan. Et ensuite, vous voyez comment ça évolue. Et quand vous changez votre matériel, vous voyez si vous prenez des malus, ou à contrario, si votre matériel, vous le poussez d'1 ou 2 ans, vous prenez du bonus. C'est des petits gestes, mais on est 150 000. Et en fait, ces éco-gestes permettent de commencer à ancrer le fait que tout ce qu'on fait, effectivement, a un impact. Et donc d'avoir ce réflexe au moment d'un projet, et d'un projet du numérique, de se dire, alors on va regarder l'impact qu'a mon projet, et à la fin, voir si tout ça est vertueux ou pas. Nadia Meizi, pour qu'on apprenne à mieux consommer ou à moins consommer, et notamment pour le domaine du numérique, est-ce que ce que dit M. Nicolas, ce n'est pas le plus important? C'est-à-dire que nous-mêmes, on soit finalement conscients de notre consommation. Si je prends mon exemple, j'utilise Outlook, mais personne ne me dit à la fin de la journée combien ça a coûté potentiellement. Je n'ai aucune idée de la consommation négative que je génère. Est-ce que pour préparer demain, il faut que nous aussi, individuellement, le numérique nous aide à avoir des outils de données qui puissent nous rendre peut-être plus autonomes dans notre prise de décision? Oui, je pense que ça, c'est très important. La prise de conscience dans le numérique et dans tout le reste du reste. Et je vais faire référence à quelque chose que vous avez sûrement tous reçu dans votre boîte mail. Quelqu'un qui vous envoie un mail et qui a dans sa signature « Je n'imprime pas ce mail, je pense à la planète ». Donc ça, par exemple, il faudrait expliquer. On entend des petits rictus, il doit y en avoir un paquet qui ont ça en bas des mails. Ouais, peut-être ça serait bien de l'enlever. En fait, dans les études, encore une fois, qu'on a décryptées, le poids carbone d'un mail, c'est 3 grammes. Donc, alors un mail avec une pièce jointe, ça atteint 10 grammes.
Et si vous faites une mailing list, donc là, c'est pas linéaire en fait. Donc ça, effectivement, c'est bien que les gens le sachent. Moi-même, des fois, je réponds oui, ok. Bon, ok, c'est vrai que si ça a un réel poids de matérialité carbone, il faut qu'on change les comportements et drastiquement. Alors attendez, je trouve que l'exemple que vous prenez est très intéressant. Certes, vous répondez oui, ok, mais qu'est-ce qui existe comme autre solution pour que la personne sache que vous êtes d'accord? Il faut bien répondre. Vous n'avez pas des échanges de 10 messages ou parce qu'on a la flemme d'en faire un. Rien que pour préparer cette table ronde, on a envoyé parfois donc, des fois, ok, je suis disponible pour à 15h30. En fait, des fois, c'est pas vraiment la peine. Des fois, on peut en faire, on pourrait l'organiser mieux, on pourrait en faire 2. Voilà, c'est une question. Mais en tout cas, qu'on ait chacun conscience de sa propre consommation, c'est un des éléments. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a, voilà. Alors, on parle par exemple du message qu'on a tous entendu ce matin dans le TGV. Il n'a pas dit décarboné, il a dit écologique. Et donc... C'était le train de 7 heures, hein, pour ceux qui étaient là, 8h56, c'est très bien, arrivé par Dieu. Alors, on peut réfléchir, le train de 7 heures, il devait être plein de combien de personnes qui venaient ici? Il y avait du monde quand même, après, qui venait le bus, etc. Okay, enfin, à l'arrêt du C1, à peu près tout le monde est descendu. Donc, je veux dire, ça, c'est aussi un encouragement de vas-y, prends le TGV autant de fois que tu veux parce que c'est écologique et c'est décarboné. En fait, non, il y a aussi une réflexion à faire. C'est bien de transférer le mode sur un mode train, mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion sur son propre usage du déplacement, etc. etc. Genre, je suis bien placée pour parler, je voyage beaucoup trop. Donc, je pense que c'est cette prise de conscience assez globale, mais qui ne suffira pas si ce n'est pas sous-tendu par des transformations de nos visions, de nos valeurs, des normes. Et ça a été beaucoup travaillé aussi dans le cadre de notre chapitre, c'est-à-dire sur le fait qu'on est dans des sociétés, encore une fois, dont la valeur bonheur ou bien-être est quand même assez galvaudée et qui vont finalement nous proposer des offres dont on croit qu'elles correspondent à nos aspirations, mais qui finissent par être imposées par devers nous. Donc je pense qu'il y a une très grande réflexion qu'il faudrait qu'on ait tous là-dessus. Et quand on parle, par exemple, de tout ce tintamarre là qu'on entend sur la sobriété et le fait que bon, on va pas beaucoup consommer, on va moins consommer, et ça sera bien pour la planète, j'y crois pas trop non plus, parce qu'il y a des méchants effets rebonds après. Donc si on a résolu le problème... L'effet rebond, c'est quoi? C'est parce qu'on se serre la ceinture et du coup, on reconsomme encore plus après, comme Exactement. on a pu le voir à la sortie du Covid, par exemple. À la sortie du Covid. Donc si à la fin de l'hiver, EDF a pu réenclencher toutes ses centrales... C'est mal parti, ça. Bon, ok. Alors à la fin de l'été prochain. Donc enfin, ce que je veux dire, c'est que il me semble que cette prise de conscience, pour revenir à ce que vous me demandiez, elle est très importante pour qu'il y ait de la pérennité dans les changements. Et que ça ne soit pas juste des effets, encore une fois, conjoncturels, pour répondre à une urgence qui est très, dérisoire par rapport à cet enjeu de climat et de décarbonation qu'il faut absolument qu'on mette en place maintenant. Et ce dernier point, après je laisse la parole à mes collègues. Moi, j'ai aussi une petite angoisse dans le numérique, c'est-à-dire que ce dont vous parlez, ces softs qui font de l'optime pour permettre d'éviter beaucoup de consommation d'eau, d'énergie, etc. Bon, moi, je suis mathématicienne à la base, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Donc, ok, ça met beaucoup de temps à sortir. Donc, en fait, je veux dire qu'il y a il faut aussi le quantique, par exemple. Ça pourrait être une superbe solution. C'est pas avant 20 ou 40 ans. Le GIEC n'a pas dit il nous reste 3 ans pour agir, contrairement à ce qu'ont relayé certains journalistes. Mais le GIEC dit c'est déjà un peu tard, les gars. Parce que le 1,5 degré qui nous permettrait d'avoir des conséquences quand même assez élevées, mais pas trop dramatiques, on est déjà dans une trajectoire tangentant ce 1,5, puisqu'on a déjà 1,1 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle.
Donc voilà, moi je pense qu'il y a aussi une question de temporalité par rapport à l'urgence dans laquelle on est. Gilles Lucrèce, du côté de Microsoft, cette temporalité, alors on l'a entendu tout à l'heure avec les engagements que vous êtes fixés, mais est-ce qu'avec l'accélération que l'on vit tous, et c'est vrai que cet été a sûrement été pour beaucoup un révélateur, il y a encore vous allez tenter d'accélérer pour répondre au fait de pouvoir limiter le plus vite possible. Ouais. Donc, encore une fois, sur cet enjeu, il y a ce qu'on peut faire d'un point de vue personnel, et donc c'est faire des vacances en vélo plutôt qu'en avion ou en train, et puis il y a ce qu'on peut faire en tant qu'industriel. Nous, en tant qu'industriels, ce qu'on s'efforce vraiment de faire, c'est de faire en sorte que ces technologies soient démocratisées pour être capables d'être déployées à l'échelle et d'avoir un impact. Une réduction d'énergie sur une usine, on est capable aujourd'hui de chercher du 15 ou 30% de réduction d'énergie en ayant implémenté les outils de mesure et les outils d'aide à la décision pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est pas neutre. Et oui, ça existait dans les cartons des doctorants, etc., depuis des années, mais ça n'avait pas été, le moyen n'avait pas été trouvé de le mettre en application et de le mettre en application à l'échelle. Le dernier rapport du World Economic Forum sur les usines pilotes de l'industrie 4.0 montre que les gains sont faramineux. Donc il y a vraiment ce moyen de passer à l'échelle là-dessus. Et donc nous, pour aider là-dessus, donc on voit que cette donnée, elle a besoin d'être mesurée, bien sûr, et d'être rendue intelligible. Donc pour la mesurer, on a mis en place des batteries de connecteurs dans le cloud pour se connecter à des objets d'IoT, pour se connecter à des bases de données type ERP, etc. Être capable de récupérer cette donnée, d'en faire des dashboards pour être capable d'être des outils d'aide à la décision. Et là-dessus, on a deux clouds. On a le cloud pour le manufacturing qui permet de faire ça pour la production et la supply. Et puis on a le cloud pour la sustainability qui permet de faire ça justement pour être capable d'émettre ce rapport des scope 1, scope 2, scope 3 dans ses limites d'aujourd'hui, etc. Mais permettre à chacun de mesurer et d'avoir les moyens d'agir. Ça, aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont disponibles et qui accélèrent en utilisation. Et parce qu'on a dans notre ADN aussi d'accompagner nos clients là-dessus, on est ravis de pouvoir fonctionner en mode partenariat et aussi en mode partenariat avec tout un écosystème dont on embarque avec nous, des partenaires dont certains sont dans la salle, que ce soit intégrateurs, que ce soit constructeurs de solutions ad hoc, sur de la simulation de scénarios SI, etc. Vous parlez de partenaires, parce que tout ça, ça ne peut pas se faire sans l'humain. Exactement. Et la clé, c'est l'adoption. Et donc la clé, c'est l'humain au centre de cette adoption. C'est exactement ce qu'on fait aussi avec Julien à la SNCF, sur donner des outils pour être capable de connaître sa propre empreinte carbone en tant que professionnel à la SNCF. Et pour ça, il faut qu'on aille dans la réflexion jusqu'à rendre les outils intuitifs et conviviaux. Et on travaille aussi énormément là-dessus, que les outils soient intuitifs et conviviaux pour que l'outil soit adopté. Et le meilleur feedback que je puisse avoir, c'est un industriel dans la région du Nord qui est sur des hauts fourneaux, donc c'est des choses qui sont plutôt de l'industrie lourde, et qui a mis en place nos technologies. Et le feedback de ces opérateurs, c'est aujourd'hui, mais comment on faisait avant ? Donc là, on est content parce que du coup, la technologie a été adoptée et est capable d'avoir ses impacts positifs. Julien, Nicolas, vous avez beaucoup parlé depuis le début de vos interventions sur le fait que l'aboutissement de tout ça, c'est la capacité que vous devez avoir à augmenter la part modale du train. Donc on va traduire ça en bon français, c'est-à-dire qu'on prenne un peu plus le train versus les autres moyens d'action. Alors je suis sûr que certains dans la salle se disent si baissaient les prix, peut-être qu'on y arriverait plus, mais ce n'est pas le thème du jour du côté de la SNCF. Malgré tout, après, en quoi le numérique va nous faire prendre plus le train ? C'est-à-dire comment c'est cet acteur-là qui peut augmenter la part modale ? Alors, il peut l'augmenter de plusieurs façons, parce qu'en fait, il faut le regarder de manière donc systémique et globale. Comme le numérique est partout, c'est un moyen d'abord pour vous donner effectivement envie de passer sur cette part modale-là. Donc d'abord de simplifier votre parcours, simplifier votre trajet. Souvent un voyage, c'est plein de ruptures. Et quand vous avez un voyage en train, en fait vous avez plein de ruptures. Parce que le train ne part pas en bas de chez vous pour vous amener devant le centre des congrès de Lyon. Donc vous avez une première phase où vous allez à la gare, puis vous avez un long trajet, puis vous finissez peut-être par un bout de tram, etc. Donc d'abord comment le digital facilite l'ensemble de ce parcours. Donc ça, c'est ce à quoi doit servir SNCF Connect. SNCF Connect notamment, vous aider sur ce qu'on appelle le door-to-door. Ça a été très critiqué au démarrage, mais le but du truc, c'est que ça doit nous permettre de faire ça. Absolument.
Le deuxième point sur le numérique, c'est de vous donner des outils de confort. Donc là, effectivement, il faut qu'on mesure les émissions pour qu'on le mette au bon niveau, mais vous parliez tout à l'heure du Wi-Fi. Si vous avez un bon confort de loisir ou de travail dans le train, vous shifterez plus facilement sur ce mode-là. Et c'est vrai que le train, du coup, représente par exemple pour les professionnels un endroit où ils n'ont pas de temps perdu, ils arrivent à travailler. Donc ça, c'est important pour arriver à les faire shifter sur ce mode. Le troisième point, c'est que le numérique peut rendre ce mode plus efficace, plus efficient. Et le numérique aide à la régularité, aide à l'information voyageur, aide à l'optimisation de l'offre qu'on peut avoir, puisque évidemment avec tous nos capteurs, on travaille sur la maintenance prédictive. Si on fait une meilleure maintenance, il y a plus de trains disponibles. S'il y a plus de trains disponibles, vous avez une meilleure régularité. Et donc là, ça devient beaucoup plus compétitif par rapport, par exemple, à la voiture, parce que le vrai qui est en face, c'est quand même la voiture qui fait. On l'a vu les jets récemment. Qui fait plus les jets, mais effectivement, nous, c'est beaucoup la voiture en face qui fait 80%, un peu plus de 80% des déplacements. Et donc, c'est ça qui est important dans le numérique, c'est comment il contribue au shift modal. Parce qu'en passant d'un mode au mode train, là, on a un impact de décarbonation. Et puis, je reviens là sur ce que vous disiez, sur l'humain, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé du matériel, et on peut voir d'un coup, tiens, on s'aperçoit... tout le monde se dit je sais que mon matériel il impacte, mais quand nous on montre concrètement sur une application tu viens de changer de téléphone, voilà combien tu te prends en émission dans ton bilan en plus, ça marque et ça fait réfléchir. Vous parliez des mails tout à l'heure et des 3 grammes. Tout le monde aujourd'hui sait, on dit souvent voilà, que les mails pèsent, sa boîte aux lettres, sa boîte pèse. Mais on ne sait pas trop dire finalement ce que ça fait pas, ce que j'enlève pas. Et puis on est tous avec des boîtes qui débordent ou avec plein de pièces jointes, etc. Via notre application, qui n'est pas parfaite, on est en test là, mais on se lance dans cette trajectoire. L'application scanne automatiquement, vous dit du coup combien ça pèse, et vous donne d'un clic la possibilité de réduire très fortement, par exemple en supprimant toutes vos pièces jointes, où vous dites vous avez eu du rebond, vous avez reçu 10 fois la même pièce jointe, elle va toutes les supprimer, en mettre une seule sur OneDrive, et ça on sait que le bilan est positif. Évidemment, on est chacun là, donc moi je vais peut-être avoir... Absolument, si on clique. Si on clique, non mais tout à fait. Mais du coup, comme on affiche le bilan carbone, on sait si on a eu l'impact ou pas, si le collaborateur clique ou pas, il verra son bilan carbone évoluer ou pas. Et ça, c'est des petits gestes, mais fois 150 000, on pense qu'on a un impact et on pense qu'on l'ancre dans les usages. Et en l'ancrant dans les usages, on arrive à mieux prendre en compte ces éléments dans les projets qu'on lance, dans la façon de consommer. On croit beaucoup à cette prise de conscience individuelle. On pense que les dirigeants de l'entreprise ont une responsabilité. La responsabilité justement, par exemple, d'avoir lancé ces mesures, la responsabilité d'avoir mis des critères dans les achats, la responsabilité de mettre des critères dans les parts variables des collaborateurs. Mais on croit beaucoup, évidemment, à l'impact individuel. Mais pour ça, il faut donner les outils de mesure, et c'est pourquoi on a investi dans cette application notamment. Nadia Maizi, vous avez quand même l'impression que malgré tous les effets pervers dont on a parlé avec vous et que vous mettez très bien en avant, est-ce que le mouvement n'est pas enclenché enfin quand même? Quel mouvement? Le mouvement pour que ça aille un peu mieux demain, un poil moins mal. Alors, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. Donc effectivement, j'entends tout ce qui est dit, et c'est vrai que... Ils sont quand même assez convaincants, non, vous trouvez pas? Ouais, moyen. Je répondrai pas à ça. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, et je reviens sur ce que je disais en introduction, on parle de transition énergétique. Non, c'est pas le problème. C'est une transition qui doit nous faire transformer un système global qui est aujourd'hui dans une phase carbonée à un système global qui serait dans une phase décarbonée. Donc pour ça, il faut avoir une vision de l'ensemble du système. Et quand on quand on propose une évaluation de ce qu'on envisage comme solution, il faut prendre en compte un ensemble de prismes et ne pas oublier certains éléments. Donc là, je vous fais un petit peu de pub pour l'Institut de la transition que je suis en train de créer pour mon école et qui va vraiment essayer de développer cette approche.
Et pourquoi j'en parle? Parce que, en fait, quand on dit qu'il faut prendre en compte un certain nombre de prismes, c'est que si jamais vous les oubliez, à ce moment-là, c'est exactement comme si vous vous asseyiez sur un matelas pneumatique en ayant l'impression que ça va s'enfoncer, sans vous rendre compte que ça remonte partout autour de vous. Donc là, j'entends bien, par exemple, pour la SNCF, la proposition que le numérique va permettre ce transfert modal. Je vais donner un petit exemple personnel. Moi, je suis basée à Sophia Antipolis. C'est à côté de Nice. C'est super galère pour monter à Paris parce que c'est 6 heures de train. C'est pas que galère pour monter à Paris. Cet été, je voulais aller dans le Cantal. Alors, je voulais faire Antibes, Fontanges. Fontanges, c'est à côté de Salers. Et alors, je me suis dit, j'ai pas envie de prendre la voiture. Et là, j'ai dû passer, mais je vous mens pas, une demi-journée à chercher comment j'allais faire pour finalement comprendre que j'avais qu'à monter à Paris et redescendre dans le Cantal, que ça allait me prendre à peu près 24 heures, voire un peu plus, que je finirais par un bus et que si mes copains étaient sympas, ils viendraient me chercher en voiture. Donc, moi, je pense qu'il est là le problème. Et c'est ce que je disais quand je voulais dire, en fait, les gens, non, des vacances en vélo, ça suffira pas pour compenser. Le problème, c'est que ça dépend pas que de nous. Ça va peut-être aller plus vite à vélo, du coup. Ah, possible. Ça aurait été très sympa sur la 6, etc., etc. Mais le problème, en fait, c'est qu'il faut que l'ensemble bouge. Donc, quand je dis les 9 prismes pour faire changer le système, c'est que il faut prendre en compte les coûts, il faut prendre en compte les technos, mais il faut prendre en compte les infrastructures, il faut prendre en compte les modes de vie des gens, il faut prendre en compte les externalités, il faut prendre en compte votre contenu de votre mix énergétique. Il faut dire, bah oui, je m'achète. Alors, à Sophia Antipolis, ils ont tous acheté des Tesla. Le problème, c'est que dès que tu traverses la frontière à Vintimille, vraiment, c'est vraiment très mauvais parce que le contenu carbone du kilowattheure italien, c'est quand même pas très bon et puis ça se dégrade. Donc voilà, c'est tout un tas de choses qui font que on est pétri de bonnes intentions, encore une fois, mais on rate la cible. Et en fait, il faut un vrai projet. Moi, ce que je crois profondément, c'est que je vous dirais oui, on est en train de commencer à se transformer. Quand il y aura vraiment une vision globale et avec un objectif qui serait visé pour déjà le niveau d'un pays, je pense, après le niveau d'un continent, ça serait le niveau de la planète, ça serait encore mieux, mais il y a quand même des très grandes disparités régionales. Et donc si ça s'était affiché et puis que tout le monde puisse s'intégrer là-dedans dans une dynamique collective, où au lieu de stigmatiser ceux qui volent en scie, ceux qui mangent la viande, ceux qui font ça, ceux qui n'ont pas le vélo, on serait dans quelque chose de beaucoup plus positif. Là, je vous répondrais, ah oui, là, ça commence à bouger. Bon, on se retrouve dans 42 ans au SIDO, c'est ça ? C'est ça l'idée, hein, si je vous entends. Ça va être à votre tour maintenant de poser les questions. On a une dizaine de minutes devant nous pour que vous puissiez poser aux 3 intervenants les questions qui vous intéressent. Je vous demande juste peut-être de vous présenter une fois que vous posez la question et que vous indiquiez vers qui vous souhaitez poser la question. On va commencer ici au premier rang, ça laisse le temps, on rentre derrière, de réfléchir. Madame. Marie-Françoise Villard, journaliste. Je voudrais vous poser une question à vous, Madame Nadia Maïzi, qui êtes du GIEC. On sait qu'on est dans une période de réchauffement naturel de par l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la part vraiment de l'homme dans ce réchauffement et la part qui est malheureusement de notre ère de réchauffement ? Alors, moi, je ne suis pas climatologue, mais je vais essayer de vous répondre. En fait, ce qu'on a vraiment réussi à découpler, c'est la part, si vous voulez, des variations qui sont naturelles. Et on peut remonter à des centaines de milliers d'années. Il y a des graphiques sur le rapport qui montrent ça. Et donc, il y a un effet qui provient des cycles réguliers, effectivement. Mais ce qu'on voit très nettement, c'est ce décrochage qui a lieu à partir de 1850, début de l'industrialisation très forte à partir de l'Angleterre, et l'explosion des émissions de gaz à effet de serre concomitantes,
et le niveau de réchauffement que j'indiquais tout à l'heure de 1,1 degré. Donc si vous voulez, il y a deux mouvements en parallèle. Il y a la variation normale, et puis il y a cette variation qui est vraiment très intimement corrélée aux émissions de gaz à effet de serre. Le pourcentage de... en fait, la part en fait, je ne peux pas répondre en pourcentage, mais l'unité qui est utilisée, c'est cette augmentation par rapport à la température moyenne de la surface du globe de 1,1 degré. D'accord ? Alors, il y a une autre question au deuxième rang. Après, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous amener les micros pour ceux qui seraient un peu plus haut, parce que déjà que je ne vois pas très clair naturellement, mais avec les lumières, je ne vois vraiment pas grand-chose. Madame. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Amalia Sabi, je travaille pour l'association Emmaüs Connect. Et ma question, en fait, elle est liée à plusieurs choses que vous avez dites pendant cette conférence, notamment sur le cycle de vie des équipements, sur le fait que vous avez dit à un moment donné, c'est peut-être un abus de langage, mais que tout le monde avait accès au numérique aujourd'hui. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas le cas. Il y a quand même 8 millions de Français en France qui n'ont pas accès à de l'équipement numérique. Et du coup, ma question, c'est, aujourd'hui, on a parlé beaucoup de transition énergétique. Et c'est un sujet un peu en vogue aujourd'hui. Comment vous prenez en compte les enjeux sociaux dans votre transition énergétique? Déjà, est-ce que vous le faites? Et si oui, comment? Donc peut-être Gilles Ducrest qui peut peut-être... Oui, j'ai pas visé, pardon. Mais je pense que c'était plus dédié par là, Gilles Ducrest et Julien Nicolas. Peut-être si vous avez un... Alors vous allez vous partager le micro. On commence la sobriété du micro ici. Ouais. Donc sur ce sujet-là, nous, deux grands phénomènes de fond. Le premier, c'est effectivement tout ce qu'on fait, on cherche à le démocratiser pour qu'il soit accessible à chacun. Et c'est ce qui nous permet d'être présents sur l'ensemble des entreprises du territoire, par exemple. Le deuxième élément, c'est qu'on a des activités, on va dire, sociétales qu'on finance avec des projets très précis. On a par exemple les couvertures de zones blanches en agriculture qu'on fait à travers des ballons ou à travers ce genre de choses. On travaille beaucoup avec les pays en voie de développement sur l'accès aux technologies du numérique sur ces pays-là. Par exemple, on a travaillé avec Schneider sur un caisson qui permettait de récupérer l'énergie solaire et puis qui mettait à disposition des ordinateurs ou ce genre de choses. Et ça qu'on peut placer dans des zones assez lointaines en Afrique, en l'occurrence, ce qu'on a fait. Donc la manière dont on prend le sujet, c'est un, avancer en tant qu'industriel et proposer ces moyens au plus grand nombre, et deux, avoir des projets plus précis à ambition sociétale qu'on prend les uns après les autres à partir de fonds qu'on a mis de côté pour avoir ce type d'activité. Monsieur Nicolas, vous voulez apporter quelque chose et après il y a une question, je crois. Oui, non, ce sujet de l'inclusion numérique est aussi effectivement important. Vous l'avez dit, il y a environ 8 millions de Français qui n'y ont pas accès facilement, qui ont des difficultés pour l'utiliser. Nous, on est une société qui s'adresse à tout le monde, à tous, et on souhaite qu'elle le reste. Donc, on a décidé de continuer d'accélérer sur le numérique parce qu'on doit continuer d'être innovant, de proposer des services, etc. Mais évidemment, de garder les services pour la population qui a plus de difficultés. Et c'est pour ça que l'humain reste aussi au cœur de la SNCF, que évidemment, on est toujours accessible par d'autres canaux, que ce soit des guichets par exemple, le téléphone, etc. Et de garder de toute façon un humain central. Le deuxième point, c'est qu'on fait aussi beaucoup de tests utilisateurs sur nos différents éléments pour rester accessible au plus grand nombre. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui monte, qui n'est pas forcément évident, que nous, on essaie de bien appréhender. On se dit souvent... je pense que ce sujet n'est pas assez traité. On sait qu'il y a des gens, par exemple, qui ont accès au numérique, en fait, qui ont des téléphones, beaucoup, mais qui savent utiliser surtout ce qui relève par exemple de la vidéo, mais qui ont beaucoup de mal dès qu'on est face à un formulaire, par exemple. Et donc ça, c'est des choses aussi qu'on doit prendre en compte pour avoir des réponses à tous. Donc j'ai pas là de réponse toute faite, mais c'est un sujet effectivement qui monte chez nous sur l'inclusion numérique et comment est-ce qu'on est sûr qu'on perd pas une partie
des Français, parce qu'on s'adresse à tous les Et Français. qui est d'autant plus prégnant quand il n'y a plus que cette solution souvent pour pouvoir, Absolument. ne serait-ce que réserver un billet de train dans certaines villes ou ce genre de choses. Alors j'ai cru voir un micro. Ah ben voilà, monsieur, allez-y. Bonjour. Martin Journe, moi je travaille comme consultant indépendant sur les sciences et la stratégie de la donnée. Et pour le petit clin d'œil, je suis venu d'Auvergne ce matin en train aussi, assis sur une motrice diesel. Je me disais que l'occasion était trop belle d'avoir la SNCF et le conseil régional dans la salle. Je fais le petit clin d'œil, ce n'est pas le sujet de ma question. Vous l'avez oublié du coup. Non. Je voulais revenir sur le titre où il y avait ce mot de résilience qui a été souligné avec beaucoup d'à-propos et ce mot de responsabilité. Et résilience, moi j'interprète vraiment comme on ne met pas tous ses œufs dans le même panier et il vaut mieux avoir des millions de responsables plutôt qu'un responsable derrière un dashboard. Et je voulais un petit peu, derrière cette idée-là, dire qu'est-ce qu'on fait pour avoir les informations, notamment en termes d'impact environnemental, sur la viande, sur la voiture, sur le train, etc. On commence à avoir des chiffres qui sont des estimations, mais qui nous permettent à peu près de faire le lien avec nos comportements au moment où on doit prendre une décision. Je décide de faire 1 kilomètre, je sais si je prends la voiture ou si j'y vais à pied. Je décide de faire 250 km, je sais si je prends la voiture ou le train. Quand j'ai le choix entre venir à Lyon pour rencontrer quelqu'un ou passer 8 heures sur Teams avec lui, je n'ai pas les informations pour faire le choix. Et donc je voulais vous poser un petit peu cette question, comment est-ce qu'on peut renvoyer les informations, soit derrière la facturation, puisque moi je suis une PME, donc je suis ni un industriel ni un particulier, soit sinon à travers des choses qui seraient du registre de l'open data. On commence à avoir quelques informations. Je crois que Google notamment vient de déployer, alors pardon c'est un concurrent, mais bon, vient de déployer une solution qui dit que quand on prend typiquement à Paris-Auvergne, qui nous dirait si vous mettez 40 minutes de plus, vous allez consommer en revanche X grammes de CO2 en moins parce que vous allez rouler moins vite, etc. Et ce genre de choses. Peut-être Gilles Ducrest pour répondre, si ça vous va, monsieur. On n'est pas assez nombreux pour avoir des bonnes idées pour gérer l'enjeu du climat. Donc volontiers si plein d'autres même concurrents offrent des solutions. Donc effectivement, des outils d'aide à la décision, c'est une très bonne idée, un outil d'aide à la décision. Entre aujourd'hui, je dois faire un Teams ou je dois prendre le train. Aujourd'hui, nous, de notre côté, sur l'utilisation de Teams, on a le moyen de mettre à la disposition de vous ou à quoi correspondrait votre consommation. Donc c'est ce qu'on fait avec les grands industriels en leur disant... Mais quelle est la part d'entreprise aujourd'hui Parce que typiquement, nous, on a un Teams professionnel. Moi, on ne me le dit pas. Quand je fais mon Teams, c'est écrit nulle part dans mon... donc vous avez moyen de le savoir. Il y a des dashboards qui vous permettent de l'avoir. Donc c'est un lien internet qui vous permet de le connaître. Mais comment vous faites la comptabilité? Comment vous calculez en fait? Excusez-moi, je reviens à ça. Je vais vous donner un exemple. Alors, je dois avouer que des fois, je prends Air France aussi pour faire Paris-Nice. Et pendant un moment, ils avaient un peu le petit message qu'on a entendu ce matin. Le commandant de bord nous dit que, en fait, si on fait le calcul, entre Paris et Nice, il y a tant de kilomètres. Si on prend notre véhicule et qu'on monte à Paris, donc ça fait tant du kilomètre. Et puis là, aujourd'hui, donc on est... alors, il ne donne pas le nombre de passagers. Donc il dit on est, pour chaque passager, à tant de kérosène par kilomètre parcouru. Donc on est plus écolo que la voiture. Sur ces entrefaites, je suis quand même allée les voir pour leur demander comment vous faites le calcul. Parce que ça Donc dépend... c'est à cause de vous qu'il n'y a plus d'annonces maintenant. Il n'y a plus d'annonces. J'ai remarqué ça. Parce que je leur ai dit que je travaillais au GIEC et que vraiment j'avais quelques questions à leur poser. Gilles, on vous a coupé. J'aime bien dans ce cas-là prendre l'exemple du colibri. Bon, la forêt brûle. Donc soit on reste sur le chemin, on dit ça brûle. Et qu'est-ce qu'on fait? Soit on a le colibri, on va chercher l'eau du lac et on essaie d'éteindre le machin. Nous, ce sur quoi on peut s'engager, c'est aller au maximum de nos possibilités pour aider la situation. Alors en l'occurrence, connaître la consommation des Teams. Alors, la consommation, ça va être la consommation du data center qui va faire tourner l'application Teams. Et ça suffit pas pour avoir l'empreinte globale. Mais c'est là où le travail en écosystème pour moi est clé. Pour nous est clé, et c'est dans notre ADN, et donc de se dire, quelqu'un va monter une petite application qui va aller chercher les informations dans Teams, qui va aller chercher les informations dans la consommation du PC, qui va aller chercher les informations sur la SNCF de l'empreinte carbone du trajet, qui va pouvoir faire le comparatif. On s'en sortira pas tout seul. Moi, je voulais en fait simplement dire que
c'est pas de ma responsabilité s'il y a un vol Air France qui part de Nice, qui va à Paris. Je pense que si on veut agir, il faut réglementer pour limiter le nombre de vols, interdire les vols qui partent à moitié vides, et que, en fait, il faut qu'on aille vers une simplification. Je crois que c'est pas une bonne idée de regarder est-ce que mon Teams va consommer plus que... Est-ce que vous avez envie de le voir, le gars avec qui vous avez une réunion? Est-ce que vous voulez aller boire une bière avec lui après? Enfin, je veux dire, il faut qu'on reste quand même dans des choses réalistes. Donc ce truc de nous doter et de nous barder de data dans tous les sens, dont en plus on ne sait pas à quoi elles correspondent, parce que je suis désolée, moi ce qui m'inquiète, c'est que toutes ces histoires de scope 3, etc. Alors nous, effectivement, on commence par des doctorants et ça reste dans les cartons. Mais ce qu'on fait comme travail en tant que scientifique, c'est un travail qui est carré et qui ne sert personne en termes de lobby. Donc à partir de là, moi je voudrais que d'abord, on soit capable d'évaluer, nous, scientifiques, quel est le poids carbone de tout ça, avant que les entreprises dont c'est le business nous proposent de nous donner elles-mêmes les valeurs. Je suis désolée d'être un peu directe, mais il y a quand même ce sujet-là, c'est-à-dire conflit d'intérêts majeur. Une dernière question, madame. Bonjour et merci beaucoup pour la qualité de l'échange, c'est hyper intéressant, je suis très contente d'être là. Je m'appelle Ornella Solari, j'interviens chez Ludotique, qui est une société spécialisée en ergonomie des interfaces. Aujourd'hui, on appelle ça de l'UX design. Moi, j'avais une question, ou plutôt une remarque sur l'éco-conception. Ça n'a pas beaucoup été évoqué dans vos échanges. Chez Ludotique, aujourd'hui, on s'affaire à accompagner des clients pour leur faire prendre conscience que toutes les fonctionnalités qu'ils veulent implémenter dans leurs produits ou dans leurs services sont certainement très utiles, mais est-ce qu'elles vont toutes au service de l'utilisateur? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réelle démarche? Alors, j'imagine que chez Microsoft, oui, chez SNCF, oui aussi, quoique des fois, je me pose la question quand je vois SNCF Connect. Moi, j'avais pas critiqué, hein, j'avais juste dit que ça n'avait pas très bien marché au début. Je suis désolée, ça a été... la critique est facile. Mais disons que, voilà, je voudrais savoir si vraiment tout le monde a conscience qu'avoir une démarche centrée utilisateur, et comme le disait très justement Nadia, les usages, c'est l'une des clés, ou en tout cas prendre en compte les usages, c'est l'une des clés aussi pour travailler sur cette sobriété numérique. Et voilà, j'avais... Voilà. Merci en tout cas pour la question. Gilles et Julien, c'est vous qui du coup aurez le mot de la fin sur cette question, puisqu'on est déjà en train de déborder un peu, on déborde vous imaginez déjà. À la fin de journée. Alors, quand on travaille à la SNCF, il faut savoir accepter la critique. Donc ça, je suis assez à l'aise là-dessus. Vous pouvez y aller. Parce que dîner en ville, dîner en famille, partout, ça vous êtes tranquille. Et pour revenir sur votre question, oui, on a des démarches d'éco-conception, bien sûr, on a des formations de nos développeurs. Et quand on est en centre de service, puisqu'on utilise aussi des développeurs chez des prestataires, bien sûr, étant donné la taille de l'ensemble, on gère 2000 applicatifs, on leur demande d'avoir ces démarches d'éco-conception dans les contrats qu'on passe avec eux. Donc oui, c'est un élément qu'on a. Après, on reste humble, on peut évidemment toujours s'améliorer. Dans l'éco-conception, il y a effectivement toute la consommation qu'on peut après avoir aussi des data centers, hein, finalement, quand est-ce qu'on va les appeler, etc. Et donc, on a ces démarches-là voilà, avec cette volonté de faire le maximum. On reste humble, mais on a implémenté ces démarches chez nous. Oui. Gilles Ducrest. Nous, en éco-conception, deux éléments principaux. Déjà, effectivement, donc nous, on produit du code. Donc, tout notre code est revu avec en tête son impact de consommation. Deuxièmement, tout ce qui est nos data centers, là, c'est vraiment on a des experts hyper pointus sur le sujet, de faire en sorte que nos data centers soient au top de l'efficacité énergétique. Alors je ne sais plus quels sont les indicateurs là-dessus, mais des rendements énergétiques qui sont faramineux. Et donc là, on va jusqu'aux composants mis dans nos data centers pour savoir qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils utilisent, comment est-ce qu'on les refroidit, etc., etc. Donc on est vraiment à la pointe de la consommation énergétique des data centers. Ils sont construits pour ça et on est obligé de les repenser. Et donc on a aussi un objectif de zéro déchet et de water négatif d'ici 2030, et on garde aussi ces objectifs dans la conception et dans l'évolution de nos data centers.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à Nadia Maizi, co-auteure du 6e rapport du GIEC. Professeur Amine Paris. Un grand merci à Julien Nicolas, le directeur numérique du groupe SNCF. Un grand merci à Gilles Ducrest, le directeur industrie de Microsoft France. Et bonne journée à vous toutes et tous sur le SIDO.